Bonjour à tous. Comme promis, nous allons parler aujourd'hui d'un personnage du Second Empire trop peu connu du grand public et pourtant sans qui rien n'aurait pu se produire. Vous l'attendiez depuis un moment, vous l'aurez deviné, cette vidéo portera sur le duc Victor de Persigny. De lui, Napoléon III disait « Il n'y a qu'un bonapartiste, c'est Persigny, et il est fou ». À sa naissance, le monsieur porte le nom de Victor Fialin et se trouve bien loin d'être duc. Son père, receveur des finances, est vite absent dans sa vie. Il abandonne sa femme, Victor qui a 4 ans, et son frère, part s'engager dans l'armée napoléonienne et meurt en 1812 pendant la campagne d'Espagne. Rien ne le prédisposait à une telle carrière, mais Persigny laissera cette triste enfance derrière lui pour devenir l'artisan de son propre destin. Quoi de mieux pour s'élever dans la société que l'armée ? Alors contrairement aux deux Napoléons, cependant, il ne s'engage pas dans l'artillerie mais suit sa formation à l'école de cavalerie la plus réputée de France, celle de Saumur. D'abord légitimiste, partisan des Bourbons car influencé par son oncle royaliste, il devient ensuite sous l'influence de son commandant de cavalerie un fervent républicain. Attention cependant, Persigny n'est pas vraiment quelqu'un d'influençable. Il est plutôt un touche-à-tout, quelqu'un d'enflammé qui recherche alors le meilleur système politique. Attaché à la fois à la tradition et aux idées nouvelles, il cherche à en faire une synthèse, comme un certain Napoléon avant lui. Il prend le titre d'un de ses ancêtres et se fait désormais appeler Vicomte de Persigny. Persigny n'est pas un grand théoricien, malgré sa grande intelligence du monde politique, mais plutôt un homme d'action. Renvoyé de l'armée sous la monarchie de Juillet pour ses sympathies républicaines, il s'élève doucement au sein de la société parisienne et dans les rédactions des journaux de la capitale grâce notamment à l'un de ses cousins. C'est lors d'un reportage en Allemagne, en 1834, qu'il croise le cousin de Louis-Napoléon Bonaparte, Napoléon Jérôme. Après moult lectures et réflexions, il en est persuadé. Le bonapartisme est le seul courant politique capable de mener la France à la gloire en faisant la synthèse des monarchies et de la République. Il se rend à Londres pour rencontrer le chef de la famille Bonaparte, Joseph, frère aîné de Napoléon, qui n'a cependant pas d'ambition particulière. Celui-ci l'adresse alors à son neveu, le turbulent prince Louis-Napoléon Bonaparte, qui vit en exil en Suisse à Arenenberg. Entre Victor Fialin de Persigny et Louis-Napoléon Bonaparte, le coup de foudre est immédiat, d'autant que les deux jeunes hommes ont le même âge à 3 mois près. Persigny devient alors le secrétaire particulier de Louis-Napoléon, son conseiller le plus proche et, surtout, son meilleur ami. Il participe à tous les sales coups organisés par le prince et en est d'ailleurs souvent l'inspirateur. A ce propos, vous pouvez vous référer à mes vidéos sur la vie de Napoléon III pour plus de détails. Toujours est-il qu'après les tentatives manquées de coup d'État à Strasbourg puis à Boulogne, il est emprisonné pour 20 ans sans pouvoir être aux côtés de Louis-Napoléon sur lequel on juge, je cite, qu'il a une influence pernicieuse. Suite à l'évasion de Louis-Napoléon puis à la Révolution de 1848, Persigny se retrouve dans le rôle de directeur de campagne politique. Il fait élire Louis-Napoléon Bonaparte député dans plusieurs départements et invente la campagne politique moderne qui mènera le prince jusqu'à l'Élysée. En quelques mois, et grâce au travail acharné de Persigny, Louis-Napoléon devient le premier des Français. Partisan d'un empire autoritaire, tour à tour chef des partisans du président au corps législatif, commandant de la garde nationale, ambassadeur, Persigny exerce alors les fonctions les plus prestigieuses partout où son ami a besoin de lui. Le 2 décembre 1851, il fait partie des conspirateurs les plus proches du président lors du déclenchement de l'opération Rubicon, le coup d'État mené par Louis-Napoléon. Devenu rapidement ministre de l'Intérieur, il encourage Louis-Napoléon à voyager à travers la France. Un voyage lors duquel il organise des démonstrations de soutien au rétablissement de l'Empire. Ce petit stratagème a pour but de convaincre le prince-président de rétablir la dignité impériale. En effet, Louis-Napoléon est alors très circonspect vis-à-vis de l'Empire et pense que les Français ne sont pas prêts à l'accepter. Il considère que la forme politique de la République décennale, établie après le coup d'État sur le modèle du consulat de Napoléon Ier, est bien suffisante pour le moment. Mais ce voyage va finir de le convaincre, et le prince-président déclare finalement à Bordeaux, dans un discours resté célèbre, « La France semble vouloir revenir à l'Empire. Il est néanmoins une crainte à laquelle je dois répondre. Par esprit de défiance, certaines personnes se disent « L'Empire, c'est la guerre ». Moi je dis « L'Empire, c'est la paix ». C'est la paix car la France le désire, et lorsque la France est satisfaite, le monde est tranquille.
La guerre ne se fait pas par plaisir, elle se fait par nécessité. Le moment de gloire tant attendu est finalement arrivé pour Persigny. Le 2 décembre 1852, jour anniversaire du sacre de Napoléon Ier, de la bataille d'Austerlitz et du coup d'État, l'Empire est rétabli. Marié à la petite fille du maréchal Ney, Persigny obtient officiellement le titre de comte de Persigny. Mais entre rapidement en scène celle qui deviendra sa meilleure ennemie, l'impératrice Eugénie. Persigny est quelqu'un de direct. Il a le sang chaud et son opposition frontale et publique au mariage de Napoléon III avec Eugénie de Montijo fait de cette dernière une opposante acharnée. Persigny va et vient, tombant régulièrement en disgrâce à cause de ses accès de colère, mais il est toujours rappelé par Napoléon III lorsqu'une mission délicate doit être accomplie. Il est en effet du genre à accomplir son objectif coûte que coûte, vous l'aurez compris, mais rarement de la manière dont on l'attend. Il court-circuite les ministres en traitant directement avec l'empereur, crée des embrouilles avec des diplomates étrangers et se trouve à l'origine d'un bouleversement politique au Royaume-Uni. En effet, alors diplomate à Londres auprès de la reine Victoria pour le compte de l'empereur, il ne repère pas la conspiration qui est en train de se fomenter sur place. Celle-ci sera concrétisée sous la forme d'un attentat contre Napoléon III commis par un Italien du nom d'Orsini. Persigny est alors remplacé et le gouvernement britannique aussi. Mais on le rappelle ensuite pour négocier le traité de libre-échange avec le Royaume-Uni en 1860. Il redevient ensuite ministre de l'Intérieur mais doit démissionner en 1863 après les élections législatives, gagnées en province mais perdues à Paris. Il est renvoyé, mais reçoit le titre de duc de Persigny. Il est doté d'une certaine force morale, totalement fidèle à sa femme, qui est pourtant une excentrique, quelque peu scandaleuse. Il aide toujours ses amis, surtout quand cela fait du bien à la France, et refuse toute récompense en échange, sauf celle de l'empereur lui-même. Il œuvre à la modernisation de son département natal, usant de son influence et de son argent pour faire construire routes, canaux et autres infrastructures. Il tombe définitivement en disgrâce à cause d'une sombre affaire de correspondance. Décidément, la correspondance et les dépêches, ça ne réussit pas à Napoléon III. Persigny critique dans une lettre l'impératrice, lettre que Napoléon III, alors malade, demande à l'impératrice de lui lire. La dispute est complète. Alors que Persigny et Eugénie se détestent, Napoléon III ne répond même plus aux lettres de son ancien ami. Après la chute de l'Empire en 1870, Persigny devient maire de son village et tombe gravement malade en 1872. Napoléon III lui écrit alors un télégramme, mais celui-ci arrive trop tard. Le fidèle des fidèles est déjà mort. Voici ce que disait le message de l'empereur en exil, d'après Éric Anceau. Mon cher Persigny, j'apprends avec peine l'état de votre santé. J'espère que vous pourrez triompher de la maladie, mais en attendant votre guérison, je tiens à vous dire que j'oublie tout ce qui a pu nous diviser pour ne me souvenir que des preuves de dévouement que vous m'avez données pendant de longues années. Croyez à ma sincère amitié. Persigny s'éteint alors que sa femme est en goguette avec son amant, avec lequel elle se mariera par la suite. Elle dilapide la fortune de la famille, et leurs 5 enfants mourront tragiquement, tous, avant d'atteindre un âge avancé. Persigny, homme méconnu, a ainsi été l'artisan principal de la montée en puissance de Louis-Napoléon et du rétablissement de l'Empire. Sa personnalité juste et honnête, parfois un peu trop, dénote avec les nombreuses intrigues de l'époque qu'il résolvait à sa façon. C'est terminé pour aujourd'hui, j'espère que cette petite vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel personnage du Second Empire vous souhaitez que je traite par la suite. Et comme toujours, si mes vidéos vous plaisent, n'oubliez pas de liker, de commenter et de partager celle-ci, ainsi que la page Facebook. Terminons par un mot du principal intéressé, Jean-Gilbert Victor Fialin, duc de Persigny, à Napoléon III à propos d'Eugénie. Cela ne valait pas la peine de risquer le coup d'état avec nous tous, dit-il, si c'était pour épouser une lorette. Vous ignorez peut-être ce qu'est une lorette les amis, mais cela résume bien Persigny. Au calme, devant l'empereur, le mec traite l'impératrice de prostituée. Ça, au moins, c'est de la franchise. C'est terminé pour aujourd'hui, on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.